C'est une mère qui a publié sur les réseaux sociaux l'importance de l'amour et de la maternité. Elle vend 2 enfants dont elle disait se soucier énormément. Mais maintenant, tout le monde se demande ce qui a mal tourné car elle est maintenant accusée d'un triple homicide. Les indices majeurs laissés par cette présumée meurtrière après un crime ayant bouleversé un quartier paisible la nuit. Enquête présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Nous avons passé d'innombrables heures chez Law and Crime à suivre des histoires vraies, des rebondissements inattendus et des affaires qui empêchent de dormir. À mesure que la quête de vérité s'intensifie, nous vous rapprochons de l'action. C'est pourquoi nous lançons Law and Crime Plus avec enthousiasme. C'est votre nouvelle destination pour des milliers d'heures d'épisodes, sans publicité issue de nos archives, ainsi que des dossiers exclusifs où vous pouvez examiner vous-même les preuves, le tout sélectionné par nos experts internes. Mais voilà, ce n'est pas seulement notre plateforme, c'est votre communauté. Nous créons cet espace pour les personnes qui veillent tard pour analyser les preuves et attendre le verdict. Téléchargez l'application, explorez-la et dites-nous ce que vous souhaitez ensuite. Visitez lawandcrimeplus.com dès aujourd'hui pour profiter de notre offre limitée à seulement 3,99 par mois ou 40,99 pour l'année. Le triple homicide dont nous parlons a eu lieu dans une localité paisible au sud de Chicago. Cela s'est produit dans la nuit de lundi, lorsque des voisins réveillés par des coups de feu ont appelé la police. Lorsque les policiers sont arrivés au domicile de la famille Ford, chez Patrick et Stacy, ils ont fait une découverte horrifiante. Maintenant, une chose que nous avons remarquée à la suite de cette tragédie, c'est à quel point de nombreuses personnes aimaient ce couple, Patrick et Stacy, ainsi que leur fils adulte, Jacob. Les réseaux sociaux de Patrick et Stacy montrent leur grand amour pour les autres, surtout leurs petits-enfants. Leur père était Jake Lambert. Une personne en ligne a dit que Patrick était le beau-père de Jake et Stacy était sa mère. Maintenant, alors que les gens essaient de comprendre ce qui s'est passé dans cette maison, dans un quartier calme de la commune de Crete, dans l'Illinois, sur Norway Trail, tôt lundi matin. Beaucoup se demanderaient comment la mère des enfants que tient Jake pourrait, selon les allégations, commettre une telle horreur. Voici une photo de 2023, apparemment prise lors du 2e anniversaire de l'un des enfants de Jake. Et on peut voir que cela ressemble à une famille heureuse. Tout le monde porte des couleurs assorties alors qu'ils célèbrent leur tout petit. La femme sur la photo est Jenna Strubel. Elle sourit sur cette photo, mais elle est aujourd'hui accusée de meurtre de sang-froid. Selon la police, ce dossier ne semble pas être une affaire où l'on ignore l'auteur, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais le pourquoi, c'est là que réside le mystère à ce stade. Avant d'aborder davantage la dynamique entourant la relation potentiellement au centre de cette affaire, je veux vous présenter la chronologie de ce crime selon les forces de l'ordre. Cette histoire se passe à Crete Township, dans le comté de Will, Illinois, à environ 45 minutes au sud de Chicago, près de la frontière avec l'Indiana. Cette banlieue compte environ 25 000 habitants. Les Ford vivaient dans ce qui semblait être une rue tranquille, un endroit où les voisins veillent les uns sur les autres. Voici une vue aérienne de la maison où ce crime aurait eu lieu, selon la police. La police dit être intervenue ici vers 2 heures du matin, lundi 23 mars, pour s'assurer que tout le monde allait bien. Des voisins ont déclaré à des médias locaux qu'ils avaient entendu ce qui ressemblait à des coups de feu au milieu de la nuit et qu'ils avaient appelé le 911. Le shérif du comté de Will dit que lorsqu'ils sont arrivés à la maison, ils ont trouvé Jake abattu dans une voiture à l'extérieur. Il y a une photo sur les réseaux sociaux d'une voiture remorquée de la scène avec une bâche sur la vitre côté passager. La police dit avoir trouvé Patrick et Stacy, les parents de Jacob, abattus. Ils étaient au rez-de-chaussée près de l'entrée. La police a trouvé le chien de la famille errant sur la propriété. On ne sait pas encore ce qui a mis les forces de l'ordre sur la piste de la présumée meurtrière, Jenna Strobel. Mais ils disent qu'ils ont maintenant un indice important en leur possession qui pourrait être crucial si cette affaire va un jour devant les tribunaux. Et il s'agit de l'arme du crime présumé, une arme à feu. Strobel aurait également facilité l'enquête pour les enquêteurs d'une autre manière, dont nous parlerons dans un instant. La police affirme qu'après avoir abattu le père de ses enfants et leurs grands-parents, Strobel s'est enfui sans aller loin. À 15 minutes de là, de l'autre côté de la frontière, à St. John, Indiana. C'est là qu'elle habite et d'où elle vient. Depuis le tout début, la police a déclaré qu'il semblait s'agir d'un incident ciblé, d'un cas présumé de violence conjugale. On ignore comment ils ont suspecté Jenna si vite après les meurtres, mais cela s'est fait en quelques heures. Une personne qui intéresse les enquêteurs a été placée en garde à vue. Puis environ un jour plus tard, ils ont annoncé que Jenna était la personne qui allait être inculpée pour ce qui serait arrivé à Stacy et Patrick Ford, ainsi qu'à Jacob Lambert.
La police a arrêté Jenna chez elle et le shérif du comté de Well dit qu'elle a fait des déclarations incriminantes. On ignore ses propos exacts, mais les forces de l'ordre semblent très sûres d'avoir le responsable des meurtres. On ignore à quoi ressemblera sa défense vu ce qu'elle aurait fait. Le shérif indique que Strobel sera poursuivi pour 9 chefs de meurtre au premier degré. Nous expliquerons bientôt pourquoi il existe autant de chefs d'accusation de meurtre pour seulement 3 victimes. Voici la liste des chefs d'accusation figurant dans les documents judiciaires du comté de Well. Nous ne connaissons pas précisément la nature de la relation entre Jacob et Jenna. La police les a décrits comme ayant une relation en dents de scie. Et bien sûr, ils avaient des enfants ensemble. Il semblait, d'après les réseaux sociaux, qu'en 2023, ils étaient de nouveau ensemble, ou du moins en bons termes pour l'éducation de leurs enfants. Cela se fonde sur les photos d'anniversaire montrées au début du reportage. Il semble aussi que le couple ait vécu ensemble à un moment donné, à en juger par les photos où ils ramènent un nouveau-né à la maison. Il ne semble pas que Jenna ait un casier judiciaire ou un quelconque passé violent. Elle fait désormais face à 9 chefs d'accusation de meurtre au premier degré pour ses actes présumés. Nous avons effectué une recherche sur ses antécédents dans les registres judiciaires de l'Indiana et nous n'avons trouvé qu'une contravention pour infraction au code de la route datant de 2018. En consultant les registres judiciaires de l'Illinois, vous trouvez 9 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Jenna est actuellement détenue à la prison du comté de Lake, Indiana. Bien qu'elle vive à quelques minutes en voiture des lieux des meurtres, étant de l'autre côté de la frontière, elle doit être extradée vers l'Illinois pour y répondre à des accusations pouvant lui valoir la prison à vie. Maintenant, elle est le visage présumé du mal dans cette histoire, une mère souriante qui aurait craqué et serait devenue une tueuse. Actuellement, ceux qui connaissaient Stacy, Jacob et Patrick se souviennent de personnes qui, selon eux, ont fait beaucoup de bien. Un ami dit que Jake comptait beaucoup pour lui, car il comprenait l'importance de la famille. Il dit qu'il était un père exceptionnel, souhaitant que ses enfants aient de fortes valeurs familiales et sachent qu'ils étaient immensément aimés. Patrick, il était un golfeur passionné, il travaillait d'ailleurs au golf du coin, et il aimait sa famille. Il aimait ses petits-enfants, et il nous manquera plus que les mots ne peuvent le dire. Stacy était directrice financière dans une entreprise de fabrication graphique dans l'Illinois. Cette entreprise a publié sur Facebook qu'elle était l'épine dorsale de leur société pendant plus de 20 ans. On ignore encore quand Jenna Strobel comparaîtra devant un juge dans l'Illinois, ni comment se déroulera son extradition. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes victime de violences domestiques, vous pouvez appeler la ligne nationale contre la violence domestique au 1-800 799 SAFE, c'est-à-dire 7233, ou envoyer le mot START par SMS au 88788 et vous pouvez rester anonyme. Cette ligne est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous accueillons Melba Pearson, avocate en droit civique et en droit pénal, ex-procureure et animatrice de la chaîne YouTube Resident Legal Diva, pour discuter de cette affaire. C'est un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Vous savez, il est vraiment difficile de comprendre ce genre de situation, comme pour tous les cas de violence, mais ici, cette femme fait face à 9 chefs d'accusation de meurtre au premier degré pour les 3 victimes. Je voudrais simplement mentionner que CBS News Chicago donne un peu de contexte sur la relation, en disant que les adjoints du shérif ont également été appelés au domicile en janvier 2025 pour des faits de violence domestique et une intervention en santé mentale. Les responsables du shérif ont indiqué que Strobel avait été interné d'office lors de l'incident l'an dernier. On peut donc évoquer l'aspect santé mentale dans cette affaire. Mais quand on voit les 9 chefs d'accusation, et je sais que chaque État est différent, mais 9 chefs de meurtre au premier degré, alors qu'on parle de 3 victimes des vies qu'elle aurait prises. Que pensez-vous de ces accusations et pourquoi seraient-elles si nombreuses pour seulement 3 victimes? Merci encore pour l'invitation. Cette affaire tragique rappelle que les hommes peuvent aussi subir la violence domestique. Très souvent, nous nous concentrons sur les femmes en tant que survivantes. Bien que de nombreuses femmes soient des survivantes, les hommes peuvent aussi être concernés, comme le montre cette affaire. Pour les 3 victimes et 9 chefs d'accusation, les chiffres semblent ne pas correspondre, non? Mais c'est une particularité que l'on retrouve dans la législation de certains États, non seulement en ce qui concerne les 3 victimes, mais aussi en prenant en compte l'intention. Parfois, des chefs d'accusation supplémentaires sont ajoutés au cas où quelque chose tournerait mal plus tard dans la procédure. Et peut-être que dans le cadre des négociations, s'il y a finalement un accord de plaidoyer, certains de ces chefs d'accusation pourraient être abandonnés. Parfois, ces chefs d'accusation sont simplifiés pour les besoins du procès. C'est donc une décision stratégique du bureau du procureur, d'où le grand nombre de chefs d'accusation. Et il va y avoir, vous savez, elle finira par revenir dans l'Illinois, vous savez. Et vous savez, de nombreux États sont confrontés à ce genre de situation lorsqu'il s'agit de communautés situées le long d'une frontière d'État. Mais elle, vous savez, aurait pris la fuite après que cela se soit produit.
Et ensuite, elle a été arrêtée à St. John, dans l'Indiana, qui se trouve dans la région de Chicago, mais juste de l'autre côté de la frontière de l'État. Donc même si elle est si proche géographiquement, nous devons quand même passer par le processus d'extradition de la même manière que si elle avait été arrêtée à plus de 320 kilomètres de là, dans une autre partie de l'Indiana. Absolument. Je suis basé dans le sud de la Floride. Très souvent, nous avons des prévenus qui prennent la fuite ou des personnes inculpées qui s'enfuient en Géorgie. C'est juste de l'autre côté de la frontière, mais il faut quand même les extrader car on retire quelqu'un de la garde d'un État pour le placer sous sa propre garde. Donc, il y a une procédure légale à suivre. Vous savez, dans le système judiciaire, on parle du corps, mais en réalité, il s'agit d'une personne, n'est-ce pas? Une personne vivante, mais c'est encore une de ces bizarreries. Mais il faut déposer ces requêtes pour s'assurer que la personne soit correctement transférée. Et il y a une trace de la façon dont la personne a été transférée du point A au point B. Et il n'y a aucune allégation selon laquelle elle aurait été enlevée ou quoi que ce soit de ce genre. Vous savez, c'est juste pour être très clair sur la façon dont le prévenu, la personne inculpée, a été transférée du point A au point B. Je sais qu'au moment où nous enregistrons, elle est toujours dans le comté de Lake, Indiana, et qu'elle sera ensuite transférée dans le comté de Will, Illinois, où auraient eu lieu ces meurtres dont elle serait responsable. Quand on voit qu'il y a eu, vous savez, et dans les cas de violence domestique, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a souvent un historique et que ce n'est pas la première fois que quelque chose se produit. Et dans ce cas, si ce qui est rapporté est correct concernant janvier 2025 pour des violences conjugales et une intervention psychiatrique, généralement, qu'est-ce que cela signifie pour quelqu'un d'être interné contre son gré si c'est ce qui lui est arrivé? Lorsqu'on est interné contre son gré, cela peut arriver de différentes façons. Cela peut être un membre de la famille qui appelle une ligne d'assistance en disant: Hé, mon proche traverse une crise psychique. Cela peut aussi être le résultat de quelqu'un qui appelle les forces de l'ordre, qui viennent sur place et constatent qu'une personne est en pleine crise de santé mentale. Et donc, à ce moment-là, la personne est emmenée et transportée dans un établissement de santé mentale où elle peut recevoir des soins et être observée. En général, l'hospitalisation sous contrainte dure environ 24 à 48 heures, quelque chose dans cet ordre-là. Ce n'est pas des semaines ou des mois ou quoi que ce soit de ce genre. C'est juste pour vérifier que la personne est stabilisée et ne représente plus un danger pour elle-même ou son entourage. Et cela peut aussi servir à diagnostiquer la personne, car peut-être qu'elle fait une crise de santé mentale et qu'elle n'a jamais été diagnostiquée auparavant comme bipolaire ou schizophrène. Maintenant, c'est comme, oh, attends, maintenant, on peut mettre un nom sur ce qui se passe réellement. Et ensuite, c'est à la personne de poursuivre le traitement à l'avenir. Et nous ne savons pas si on lui a diagnostiqué quoi que ce soit. Nous ne savons pas grand-chose sur la relation. Je veux dire, tu vois, je sais que la police l'a qualifiée de relation instable. Il semble qu'ils aient 2 enfants. D'après les réseaux sociaux, en 2023, ils ont organisé une fête d'anniversaire classique et sympa pour un enfant de 2 ans. Ces dernières années, il est difficile de connaître la nature de leur relation. En faisant des recherches sur elle, j'ai seulement trouvé une contravention pour infraction au code de la route en 2018 dans l'Indiana. Et dans l'Illinois, rien n'est ressorti à part ce qu'elle traverse actuellement. Même dans ces cas-là, comme en 2025 généralement, quel type de dossier existe-t-il s'il y a une situation? Je veux dire, est-ce que ce serait une situation où quelque chose se passe et peut-être que la famille dit, tu sais, on ne veut pas porter plainte? Mais s'il n'y a rien, comme en 2025, avec un incident de violence domestique sans suite judiciaire. Y a-t-il une mention dans un dossier indiquant un possible problème dans cette relation? Malheureusement, non. Très souvent, c'est une situation où normalement on verrait une arrestation, n'est-ce pas? Ça dépend du moment où on intervient et il y a plusieurs façons dont cela peut se produire. Mais quand on consulte généralement le casier judiciaire de quelqu'un et qu'il y a eu une arrestation, même si les charges sont abandonnées par la suite, il reste quand même une trace de l'arrestation. Donc, ce qui a probablement pu se passer ici, sans connaître toute l'histoire et en se basant sur les informations disponibles, il se peut qu'il y ait eu des incidents antérieurs de violence domestique, mais que la famille ou la victime ne les ait jamais signalés, n'en ait jamais parlé à quelqu'un dans les forces de l'ordre. Maintenant, tout cela sera pris en compte lors du procès si cette affaire va jusqu'au procès, car il existe généralement des moyens d'introduire, vous savez, des actes répréhensibles antérieurs ou des preuves antérieures lors du procès. S'il y a eu d'autres incidents de violence domestique entre eux deux qui auraient dû être observés par un membre de la famille ou un ami, ou peut-être que la victime est allée au travail et a dit: Oh là là, mon ex me rend folle. Elle est venue et, vous savez, elle a crevé mes pneus ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Donc, il pourrait y avoir d'autres preuves de violence antérieure. C'est simplement en dehors du système de justice pénale. Et quand il s'agit de ça,
Nous ne savons pas précisément, je pense qu'à ce stade, à part, vous savez, clairement, ils avaient une relation en dents de scie. Ils ont peut-être découvert qu'il y avait cet appel en 2025 et il semble qu'ils aient rapidement placé Jenna Strobel en garde à vue pour les meurtres de ces personnes. Ils disant qu'elle a fait des déclarations incriminantes, nous ne savons pas lesquelles. Et ils auraient également l'arme du crime, une arme à feu qui a été utilisée dans ce triple homicide. Les problèmes de santé mentale peuvent exister ici. Un avocat de la défense reprenant l'affaire sait qu'il reste du chemin à faire. Comment cela intervient-il si, en tant qu'avocat de la défense, vous constatez que votre cliente a fait ses déclarations à la police, probablement après la lecture de ses droits? D'accord. Eh bien, tout d'abord, pointe A, est-ce qu'on lui a lu ses droits? Est-ce que c'était en réponse à un interrogatoire ou à des questions posées par les forces de l'ordre? Ou bien était-ce ce qu'on appellerait une déclaration spontanée où les policiers arrivent et elle dit: «Oui, vous savez quoi? Il m'a énervé et donc j'ai fait ceci ou cela», n'est-ce pas? Et à ce moment-là, ces déclarations sont recevables. Donc, c'est assez difficile en tant qu'avocate de la défense de contester cela. Maintenant, la prochaine chose que vous pouvez dire, c'est que, eh bien, à cause de ses problèmes de santé mentale, elle n'a pas pris ses médicaments. Et donc, elle a réagi de cette façon. Mais cela devient un chemin difficile parce qu'on ne parle pas nécessairement d'aliénation mentale, ce qui est très différent d'avoir des problèmes de santé mentale. Vous pouvez avoir une maladie mentale comme la schizophrénie ou un trouble bipolaire, mais si vous prenez vos médicaments, vous pouvez reconnaître toutes les personnes dans la salle d'audience et savez qui est le juge. Vous savez, vous pouvez reconnaître, d'accord, ça c'est le juge, ça c'est mon avocate de la défense, voilà la procureure. Vous devez être capable de participer de manière significative à votre défense. Si l'avocate de la défense vous demande si vous voulez accepter un accord de plaider coupable, voici ses avantages et inconvénients. Vous devez être capable de suivre et d'avoir une compréhension de base, contrairement à, je veux dire, si vous êtes complètement ailleurs, vous savez, et que vous n'arrivez pas à parler, que vous voyez des étoiles, peu importe la situation. Et je n'essaie pas de prendre ça à la légère, mais encore une fois, dans la vraie vie, il arrive que des gens fassent une véritable crise de santé mentale. Eh bien, c'est quelqu'un qui ne peut pas participer de manière significative à sa défense, et cette personne ne peut pas non plus comprendre la gravité des accusations. Donc, nous ne sommes pas tout à fait sûrs que ce soit le problème ici. Si c'est le cas, c'est une toute autre procédure. Et encore une fois, est-elle apte à être jugée, etc. Donc, c'est une démarche complètement différente que l'avocat de la défense devrait envisager. Cependant, le fait qu'elle ait des problèmes de santé mentale ne suffira peut-être pas à l'aider au procès. Cela pourrait être utilisé dans le cadre du processus de négociation d'un accord de plaider coupable. Par exemple, écoutez, ma cliente a des problèmes de santé mentale. En conséquence, vous savez, est-ce qu'il y a un moyen de faire quelque chose de différent avec la peine, de lui apporter l'aide dont elle a besoin, etc. Parce que même si, vous savez, cette relation, et on ne sait pas vraiment comment elle était, c'était une relation en dents de scie. Vous savez, il y a eu cet appel signalant des violences domestiques en 2025, apparemment. Mais même si c'était une relation extrêmement toxique, même s'il n'y a pas eu d'arrestation ou quoi que ce soit, mais si cela est présenté devant le tribunal, que c'était une relation toxique, c'est un triple meurtre, vous savez, et c'est un crime horrible si elle l'a vraiment fait. Mais dans quelle mesure ce passé compte-t-il vraiment si on se retrouve devant un tribunal où il s'agit de dire: «Écoutez, on a l'arme et on a les déclarations qui disent que, à ce moment-là, cette nuit-là, à 2 heures du matin ou peu importe l'heure, vous avez fait ça». Est-ce que le passé compte vraiment? Pour moi, oui, parce que premièrement, ça explique au jury de quoi il s'agit vraiment. Les jurys, même si cela dépend de l'accusation, bien sûr, ici il s'agit d'un meurtre au premier degré, le mobile est un enjeu, la préméditation aussi. Mais dans toutes les accusations ou toutes les affaires, le ministère public n'a pas toujours approuvé un mobile, n'est-ce pas? Très souvent, c'est bien d'en avoir un, mais dans la plupart des cas, il n'y a aucune obligation légale de prouver un mobile. L'intention, oui, mais pourquoi quelqu'un l'a fait? Pas forcément. Mais les jurés aiment savoir pourquoi. Et c'était toujours plus facile pour moi quand j'étais procureur et que je traitais des affaires. J'aime pouvoir expliquer. Voilà pourquoi ce crime a eu lieu. Parfois, on se lève et on dit, c'est un crime insensé. On ne sait pas pourquoi. Ce n'est pas l'idéal, mais on peut quand même obtenir une condamnation comme ça. Mais c'est beaucoup plus facile quand on peut dire, écoutez, ces deux-là étaient en couple. Il a décidé qu'il ne voulait plus être avec elle. Chaque fois qu'il essayait de la quitter, elle devenait violente, elle augmentait la pression, etc. Et le jury peut très facilement suivre. Donc, cela rend le processus plus facile du point de vue de l'accusation et plus facile pour le jury de comprendre la totalité des circonstances.
Pour l'instant, seule la déclaration du bureau du shérif du comté de Will est disponible. Nous ignorons encore les détails qui figureront dans les documents judiciaires sur les faits réels. Jake Lambert a été retrouvé mort par balle dans une voiture et ses parents, les Ford, ont été retrouvés morts au rez-de-chaussée de la maison. Quand on pense à une défense et qu'on est accusé de plusieurs meurtres comme elle dans cette affaire, est-ce qu'on peut vraiment séparer chaque événement, par exemple ce qui s'est passé dans la voiture et ensuite ce qui s'est passé dans la partie avant de la maison? Pour les procureurs, même s'il y avait légitime défense dans la voiture, comment expliquer que deux personnes dans la maison aient aussi été abattues? Exactement. Et encore une fois, tout dépendra du récit complet que l'accusation présentera au moment du procès. Parce qu'encore une fois, il pourrait y avoir une caméra ring de l'autre côté de la rue qui aurait pu enregistrer des informations cruciales. La caméra piéton de l'agent, il pourrait y avoir quelque chose d'utile. Vous savez, peut-être qu'elle a dit quelque chose sur le vif qui pourrait être exploité. Donc, tout dépend. Quoi qu'il en soit, si j'étais en train de poursuivre cette affaire, je l'aborderai comme un seul et même épisode continu. Que ça a commencé dans la voiture, et c'est possible. La famille de l'un des parents est sortie parce qu'ils ont entendu une dispute. Et maintenant, elle se dit, oh non, j'ai des témoins. Je dois m'en débarrasser parce qu'ils vont pouvoir dire que, vous savez, mon ex et moi avons eu des problèmes dans le passé. Donc, vous savez, je vais considérer cela comme un seul épisode, pas deux incidents séparés. Ouais, je sais que je vais trop vite. Elle n'a même pas encore été renvoyée dans l'Illinois et un procès pourrait être très lointain selon comment ça évolue. Si jamais il y en a un. Bien qu'elle ait prétendument fui, ils l'ont arrêtée à seulement 15 minutes de là, à Saint John, Indiana. Comment cela peut-il impacter une défense? Si vous êtes procureur, vous pourriez affirmer que cette personne n'a pas seulement prétendument agi ainsi, mais que les victimes blessées par balle avaient besoin d'aide et qu'elle s'est enfuie. Comment la fuite entre-t-elle en jeu dans l'histoire que le procureur va raconter? Du point de vue de l'accusation, vous direz qu'il s'agit d'un signe qu'elle se savait coupable. Elle a fui car elle savait avoir mal agi et ne voulait pas affronter les conséquences. Maintenant, la défense argumentera quelque chose comme, eh bien, peut-être qu'elle vivait dans le quartier et qu'elle fuyait. Elle rentrait chez elle ou elle allait chez une amie. Pas, vous savez, si elle essayait vraiment de fuir, elle ne serait pas allée seulement dans l'État voisin. Elle serait venue en Floride. Elle serait allée à New York, quoi qu'il en soit. On pourrait aussi dire que c'est là qu'on pourrait évoquer la santé mentale, que vous savez, elle était tellement confuse et tout le reste, et c'est pour ça qu'elle a dû fuir les lieux. Cela ne signifie pas que ces arguments l'emporteront et la Constitution ne garantit pas un argument gagnant, seulement une défense. Donc, cela pourrait être certains des aspects sur lesquels la défense pourrait s'appuyer. Et enfin, et c'est une autre question qui me fait un peu anticiper, mais en regardant la question de la frontière entre les États, où cela se passe dans l'Illinois. Il n'y a pas de peine de mort dans l'Illinois. L'Indiana a la peine de mort. Quand il s'agit de négociations en vue d'un plaidé coupable dans une affaire comme celle-ci, si les procureurs estiment qu'ils ont un dossier très solide contre cette personne, quel levier avez-vous pour amener quelqu'un à plaider coupable si la peine de mort est déjà exclue? Parce que je peux imaginer qu'en Indiana, vous savez, c'est un levier où un avocat de la défense pourrait dire à son client: «Eh, on peut obtenir la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle» ou quelque chose comme ça. Quel levier, dans un État sans peine de mort comme l'Illinois, un procureur pourrait-il avoir pour essayer d'amener quelqu'un à plaider coupable? Écoutez, l'idée de passer sa vie en prison, pour la plupart des gens, ça ne semble pas très attirant. N'est-ce pas? Donc je sais. Et avec une arme à feu utilisée, il y aurait une peine de 25 ans minimum à perpétuité. Généralement, c'est ça. Donc peut-être que la stratégie serait, si j'étais l'avocate de la défense, je dirais, écoute, voyons si on peut obtenir la peine minimale de 25 ans, parce qu'alors il y a une chance que tu puisses sortir, tout simplement. Mais en plus, tu pourrais sortir et faire partie de la vie de tes enfants. Encore une fois, c'est tout un autre sujet parce que mon cœur se brise pour ces deux enfants qui ont perdu leur père et leurs grands-parents d'un seul coup. Et maintenant, tu as perdu ta mère parce qu'elle est incarcérée et qu'elle ne reviendra pas. Alors, qui va élever ces enfants? Tout ça, c'est vraiment déchirant. Mais encore une fois, il pourrait y avoir un argument si elle avait été une mère correcte. Oui, je sais que tu as tué un père. Ce n'est pas ce qu'on appelle une mère correcte. Mais au quotidien, tu sais, dans les interactions, elle s'assurait que les enfants mangeaient, qu'ils allaient à l'école, tout ça. La défense pourrait utiliser cela comme argument pour dire, écoutez, elle était présente dans la vie de ses enfants. Elle veut avoir l'opportunité de pouvoir reprendre ce rôle. Elle accepte la responsabilité de ce qu'elle a fait. Et donc, peut-on avoir la peine médiane de 25 ans?
Encore une fois, avec 3 personnes, c'est incertain, mais on peut toujours le demander. Oui, et je veux dire, c'est juste, et je suis content que tu en aies parlé, tu sais, parce que je pense que, tu sais, il y a beaucoup de chagrin dans cette histoire. Et on peut voir beaucoup de gens, surtout les Ford, juste le nombre de personnes dans la communauté, tu sais. Si vous cherchez sur Facebook les noms des 3 victimes dans cette affaire, dont Jake Lambert, et à quel point ils étaient aimés dans la communauté. Et puis, il y a juste beaucoup de questions. Et ces enfants, bah, tu sais, bah, traversent tout ça maintenant à cause de ce qui serait arrivé au milieu de la nuit de lundi. Melba Pearson, nous verrons la suite. Toujours un plaisir de vous recevoir sur Law and Crime. Votre expertise est précieuse dans des affaires aussi difficiles. Merci. C'est tout pour On the Case présenté par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube, Spotify et retrouvez-nous aussi sur Peacock. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois